way that you're gonna be. Who's calling that shit? Who's calling that shit? Who's calling that shit? Bienvenue dans Le Bon Mood & Co, le show du peuple, celui où même tes darons peuvent y jeter un œil. Type shit. Aujourd'hui, invité de marque, invité d'honneur international. Que dire de plus, à part dire que Marie Fidèle est dans la maison. Yeah. Dis-nous, comment tu vas, Marie? Bah écoute, ça va bien, hein, ça va bien. Je reviens d'un big voyage en Azerbaïdjan. On a parlé avant de tourner. On va en reparler, ça. Ouais, et c'est un voyage qui m'a beaucoup enrichi, sachant que c'est pas un pays trop connu. Ouais. Et du coup, dans le bon mood, hein. Dans le bon mood. T'aimes bien le cadre? Ça te plaît? Franchement, j'étais bien invitée. Même certains gars ne m'ont jamais fait ce genre de décor, donc. Crazy. Donc ouais, je suis touchée. Vraiment, j'aime bien les petites attentions. Même, je trouve que ça met une bonne vibe et du coup, voilà, en détente, quoi. Hein. Voilà, toujours, c'est le principal. Mais aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est de savoir un peu plus qui tu es, parce qu'on te connaît tous pour la pire ennemie de Léopold II. Léopold II, ouais. Je pense que c'est ton fait d'armes le plus impressionnant en Belgique qui a fait le plus de bruit, même s'il y a d'autres choses dont on parlera par la suite. Yes. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi Marie, en fait, de base, qui est Marie. On va aussi essayer de traduire pour les plus jeunes générations, pour ceux qui ne sont pas vraiment branchés à la mort par rapport à tout ça, ce que certains termes veulent dire. Yes. Et ouais, on va tout simplement commencer par Marie. Est-ce que tu peux te présenter, dire qui tu es Ok. Bon, pour me présenter, je suis sur un truc bien ficelé. Donc, je m'appelle Marie-Fidèle Doussing-Dizé. Du coup, je suis doctorante en socio-anthropologie. Je suis conférencière internationale, spécialiste des questions relatives à la communauté afrodescendante. Je suis enseignante à l'université. Je suis créatrice de contenu. Je crée des événements. Je fais vraiment énormément de choses. Et voilà, Marie-Fidèle Doussing-Dizé, c'est une personne qui fait beaucoup de choses, en vrai, qui a plusieurs casquettes. Et voilà. Ok. Déjà, on va commencer par ça. Ça veut dire quoi, docteur en socio-anthropologie? Ouais, doctorante. Docteur, c'est quand t'es arrivé au bout du chemin. Alors, doctorante, c'est en gros, c'est pour les personnes, par exemple, qui sont généralement intéressées par poursuivre leurs études après avoir fait un master. Et ils s'intéressent au monde de la recherche. Donc, par exemple, si tu as un sujet qui t'intéresse beaucoup, par rapport à ton domaine, tu peux essayer de mener une recherche sur ce sujet-là. Et alors, à ce moment-là, on te donne des financements et des possibilités pour que tu puisses travailler dessus sur une certaine période. Donc, moi, pour mon cas, c'est 4 ans. Et voilà, en gros, tu es payé pour chercher. Du coup, voilà. Ok. Et comment t'en es arrivé à faire ces études-là? T'as toujours voulu faire ça Alors, c'est un peu drôle et triste. Hein. C'est-à-dire qu'en réalité, moi, j'ai grandi en quartier populaire. Donc, à Scarbeck et à Boxtal, donc Bobox. Et en fait, depuis que je suis petite, j'ai toujours voulu m'en sortir, mettre à l'abri la daronne, tous ces trucs-là. Et donc, depuis que je suis petite, j'ai toujours voulu faire des grands plans. Je me rappelle, j'avais une copine à moi et on se posait des grandes questions sur comment on allait faire pour s'enrichir, pour faire du cash, alors qu'on avait 15 ans, 14 ans, tu vois. En plus, on était des filles, tu vois. Et en fait, j'ai toujours eu un petit feu en moi, mais j'ai senti que mon environnement où j'avais grandi, ça me permettait pas, en fait, de me développer au maximum, tu vois. Parce que quand je dis quartier populaire, c'est aussi des écoles issues des quartiers populaires, donc on dit de relégation. Ça veut dire des écoles vraiment un peu délaissées par l'État, tu vois, où on a beaucoup de profs absents, où on nous encourage plus à aller vers des filières sociales, etc., et pas vers les bancs de l'université. Donc, à force de me battre, j'ai réussi à aller jusqu'à l'université. Et donc, comme j'ai grandi à Scarbeck, je trouve que aussi, dans mon époque, hein, en tout cas, dans le début des années 2000, être à Bic, c'était bien, mais je trouve que ça me bloquait, en fait. Genre, je sentais que je devais découvrir le monde. En plus, j'étais dans une génération de vie où il y avait le film High School Musical. Je sais pas si t'as quel âge. Bien sûr, je connais. Voilà, tu classique. vois, donc Wow. cette période-là, je sais pas, moi je voyais ça comme, tu vois, les élèves qui jettent leur chapeau et qui vont aller conquérir le monde. Mais tu vois, moi tu chantes à l'école. Exact. Et moi, j'avais pas l'argent pour voyager de ouf, tu vois, mais je sentais que j'avais besoin d'autonomie, j'avais envie de bouger. Et donc, c'est comme ça que j'ai décidé d'aller faire mes études en dehors de Bruxelles. Donc, j'ai atterri à Mons. En plus, je suis une fille, donc ça m'a permis d'avoir un cote. Et donc, quand j'ai eu du coup
cette chambre étudiante, franchement, je pense que je considère ça comme le meilleur choix de ma vie, en fait. D'être partie, d'avoir ouvert mes horizons, d'avoir découvert autre chose. Genre, avant d'aller à l'université, j'avais jamais rencontré de vrais blancs, en fait, tu vois. Quand je dis blanc, je dis pas nos frères et sœurs albanais, tu vois, et kosovars. Blanc, tu vois belge, ce que je dis, blanc, bien. belge, avec une culture folklorique et tout ce que tu veux. Fricandelle, frites. Voilà. Et c'est là où j'ai vraiment découvert cette culture et tout ça, et cet univers, et ça m'a énormément enrichi. Ensuite, j'ai fait plein de rencontres. Et donc, j'avais déjà un attrait plus ou moins pour, du coup, l'histoire, la géographie. J'étais pas, genre, hyper chaude à l'école, parce que les gens, ils pensent, comme je suis doctorante, que je suis, genre, une HP ou un truc comme ça, alors que j'étais une 12/20, tu vois, et mon intelligence, je l'ai vraiment construite. Et du coup, j'avais un attrait quand même pour l'histoire et la géo, et c'est comme ça que j'ai atterri en sciences humaines et sociales. Après, en fin de bachelier, je fais un travail de recherche parce que je me pose beaucoup de questions identitaires sur mes origines, le fait que je sois rwandaise, mais déracinée, étant donné que mes parents sont issus de l'immigration. Et alors, je fais ce travail de recherche, et je me dis, mais ça tue, en fait, ça tue. Et je me pose des questions identitaires, et je parle avec d'autres jeunes de ma génération, je vois qu'on est dans les mêmes questionnements. Et quand je fais des investigations dans le monde scientifique, je vois que tout le monde s'en fout de nos problématiques. La Belgique, elle est étroitement liée à nos enjeux aussi à nous, et il n'y a rien dessus. Et alors, c'est comme ça que je me suis dit, non, je vais aller vers le monde de la recherche. Et avant, je pensais vraiment que c'était une filière pour les Blancs. Je ne vais pas te mentir, avec un avenir, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Donc, franchement, j'ai été un peu thug d'y aller, tu vois, parce que je n'ai pas de réseau, j'avais rien, tu vois. Et après, voilà, j'ai persévéré dans ça. Et puis, je suis arrivée à faire une thèse, donc un doctorat, vu que la recherche, j'ai vraiment aimé. Et puis, avant d'être diplômée, je faisais déjà plein de conférences parce que les gens étaient... étant donné les faits, genre vraiment intéressée par ce que je faisais. Et voilà, c'est pour ça que j'ai senti que ça prenait, je sentais vraiment que ça me passionnait. Et quand j'entends les retours des gens, les gens ils me disent vraiment que ça se ressent, que je suis vraiment passionnée. Et je suis vraiment une fille bizarre parce que en fait, je crois que j'adore apprendre en fait. Genre, j'aime bien étudier. Genre, je sais que ça fait vraiment faillot de ouf, mais j'adore apprendre. J'aime pas me faire évaluer, mais j'adore apprendre. Et si je peux le faire encore plus pour ma communauté, encore plus pour les personnes qui viennent de milieux précaires, qui n'ont pas eu toujours la chance d'être instruits, je le fais, tu vois. Du coup, voilà. Ok. Pour rester toujours dans le thème de Marie, j'aimerais savoir, voilà comment tu as réussi dans ton parcours à faire ces études-là et à en arriver là où tu en es. Et à côté de ça, Marie, c'était qui au quotidien, la petite Marie, là, qui est dans BX? Ouais. En fait, j'ai évolué, j'ai changé. En fait, ce qui m'a un peu frustrée, je pense, ces 2 dernières années, c'est l'image que j'ai, comme tu dis, dans le monde scientifique, dans le monde médiatique, etc. On me voit comme quelqu'un de... Sévère? Non, pas forcément sévère, mais tu sais, comme tu dis, très scientifique, tu vois, c'est très rigide, hein, le monde académique, c'est très... Tu vois, et en fait, à côté de ça, en vrai, je suis hyper fun, enfin, je crois, je suis hyper fun, j'adore rigoler, il y a plein de choses qui me passionnent, j'ai un côté street que je cache, moi, comme j'ai grandi à Scarbeck, je suis une drarée, tu vois ce que je veux dire de base. Et la vraie Marie, c'est cet aspect-là. Et en fait, la vraie Marie, en fait, c'est ce que je pense que j'aime chez moi, c'est que j'ai plein de facettes, en fait. En même temps, je suis drarée, en même temps je suis un peu une baddie, en même temps je suis un peu une intello, en même temps j'adore faire du sport, tu vois. Et je pense tous ces aspects-là qui me constituent. Et petit à petit, je trouve sur les réseaux sociaux quand même, j'arrive à montrer de plus en plus cet aspect de moi. Genre je fais des blagues, tu vois, j'essaye de... Dans tes vlogs, par exemple? Ouais, je fais des vlogs. J'essaie vraiment de m'inscrire dans des trucs pleins de très versatiles, en fait, pour que voilà, les gens puissent avoir aussi accès à moi sur cet aspect-là et pas que le côté rigide et académique que j'avais montré avant, tu vois. Ouais. Donc, Marie, c'est ça. C'est une fille qui a faim, qui veut toujours mettre à l'abri la daronne. C'est pas facile. C'est une fille qui... Ouais, j'adore le sport. C'est un peu un garçon manqué aussi. Je sais pas d'où je viens cette fibre-là, mais... T'as des frères? Des sœurs? Ouais, j'ai un grand frère, j'ai une grande sœur. Okay. Ah, t'es la cadette alors? Ouais, je suis la plus petite. Okay. Je sais pas d'où me vient ce truc-là, mais tu vois, j'ai toujours été la fille qui, par exemple, dans les cours de sport, était la plus forte des filles. Okay, et donc, pour s'améliorer, je jouais avec les garçons. Avec les garçons, malheureusement aussi, j'étais un peu la token de service, donc ça faisait pitié. Donc, quand j'étais plus jeune aussi, j'adorais traîner avec les garçons, etc. Je disais, ouais, les filles, tu vois, je faisais un peu trop la meuf. Après, maintenant, à l'âge adulte, Dieu merci, j'ai retourné ma veste. J'adore traîner avec les femmes. Okay. Et je suis vraiment portée par les femmes, que ce soit sur ma communauté, sur les réseaux sociaux, ma mère qui est vraiment un soutien indéfectible.
ma team de copines qui sont toujours là, qui me récupèrent quand ça va pas, qui me soutiennent quand ça va aussi, et voilà. Ok. J'aimerais revenir sur la partie études et parler, comme j'étais sous la main ici, parce que je pense que c'est un peu passé sous la trappe, même si on a un peu parlé dans le monde médiatique, sur les réseaux et tout et tout. Mais est-ce que tu peux me parler de la période du Covid et des études pendant le Covid? C'est quoi? Parce qu'en fait, les gens ne se rendent pas compte. Aujourd'hui, on a l'impression que ça date alors que c'était il y a genre 3 ans. Ouais. Mais en fait, c'était Non, Chacal, on est en 2026, donc il y a 6 ans. Le Covid, hein. le Covid 2020, 2021, 2022, on va dire. Ah, ok. Tu vois, c'est ce que je voulais dire. Ok. Donc, en vérité, c'était vraiment un vrai truc. Mhm. Pendant le Covid, avoir des études, c'était comment? Ah, bon, moi, après, c'est singulier, chacun le vit différemment, et je sais pas à qui tu t'adresses quand tu poses cette question. Il y a Marie la scientifique, il y a Marie avec le parcours personnel, et puis il y a Marie... On va dire la Marie étudiante. Ok, la Marie étudiante, écoute, c'était une période vraiment pas facile, étant donné que dans ma classe, en fait, j'étais... comment dire, j'étais quand même un peu harcelée, on va dire, dans le sens, j'étais la seule noire de ma classe déjà, et j'avais déjà un peu changé par rapport à comment j'étais en bachelier. Malheureusement, quand j'étais en bachelier, je venais des quartiers, etc. Donc, dans la manière d'être, de penser, j'avais tous ces côtés-là, tu vois, genre. Et je pense qu'à ce moment-là, on m'appréciait parce que j'étais à la place où je devais être dans ce regard, parce que bon, le monde académique, c'est fort blanc, tu vois, donc voilà. Bon, désolée, t'es avec une sociologue, donc moi, j'ai pas peur de parler de... Ah non, de mais questions blanc raciales. directement, ah, non, tu peux aller. Oui, et donc, quand je suis arrivée en master, en fait, comme je t'ai dit, genre, j'ai fait des conférences avant même d'être diplômée, tu vois. Donc, j'avais déjà une visibilité médiatique, on m'avait déjà proposé de faire des conférences avec mes profs, alors que j'avais déjà une grosse légitimité scientifique et médiatique. Et je pense que pour certains, ce genre de truc, c'est pas passé, en fait, tu vois. Et en plus, je commençais de plus en plus à me politiser, tu vois, plus à comprendre les questions raciales, à me battre pour ma communauté, etc. Et je pense que dans le monde blanc et tout, et dans ma classe en particulier, ils n'avaient pas trop kiffé. Et donc, donc à cette période-là, c'était vraiment un fardeau d'aller en cours. Et quand le Covid est tombé, Dieu merci, j'avais plus besoin de venir en cours, donc ça a été vraiment une libération par rapport au harcèlement que je vivais physiquement, même si ça s'est un peu traduit en ligne aussi. Et du coup, pour moi, c'était vraiment une bonne période quand même sur cet aspect-là. Après, c'est vrai que c'était vachement anxiogène parce que du coup, on était enfermés, on pouvait pas sortir. Même la réussite des examens, c'est quelque chose. On faisait les examens en ligne et tout, c'était trop drôle. Bon, Dieu merci, il y avait quand même pas mal d'examens que j'ai réussi comme ça. Bon, sans tricher, mais quand même. Mais c'est quand même des dispositions qui m'ont aidée. Mais c'est vrai que c'était hyper anxiogène et j'attendais vraiment le moment où on nous libère. Et voilà, ouais. Donc, je pense que c'était vraiment pas facile. Et encore une fois, il y a eu toute la période aussi de Black Lives Matter et tout. Ça, c'était vraiment encore plus horrible pour nous, la communauté, je pense, et pour moi, sur le plan individuel. Donc voilà, c'était une période vraiment très contrastée, un peu traumatique, je trouve. Et aussi, j'ai l'impression que quand même, le Covid, ça m'a enlevé quelques années comme ça, tu vois. Ah ouais? J'ai l'impression que j'ai pas l'âge que j'ai. Là, j'ai 28 ans, mais j'ai l'impression que j'en ai 26. Ouais, Je vais pas te mentir. J'aurais faire moins 2, tu vois ce que je veux dire? Parce que j'ai l'impression qu'il y a du temps là qui est resté là-bas. Ah ouais, c'est parce que notre vie a été mise en pause, en fait. Ouais, voilà, Non. c'est ça, c'était fou, quoi. De toute façon, on se rend pas compte, mais en fait, le fait que personne ne sorte de chez lui pendant au moins un jour, cette personne ne sorte, genre tout le monde entier était bloqué. Laisse tomber. Et tu sais quoi, je me rappelle très bien le jour où le Covid il est arrivé. Je me rappelle, j'étais avec un ami à moi, et puis il me dit, ouais, Marie... il y a un truc qui s'appelle le Covid, ça vient de Chine et tout. Je dis, et puis il me dit, ouais, à ce qui paraît, ils vont peut-être mettre la société en confinement et tout. Je fais, genre, ils vont arrêter le monde, n'importe quoi. Et tout. Vous avez n'importe quoi. Et en fait, si, ils ont vraiment arrêté le monde. Le monde s'est vraiment arrêté. C'était vraiment une époque de dingue. Genre, vraiment pas envie de revivre ça, mais c'était vraiment une époque de dingue. Genre, c'était fou. Non, je pense que c'est vraiment quelque chose de... Il fallait être là pour le vivre. Franchement, il fallait vraiment être là pour le vivre. Là, je vais évoquer et énumérer quelques dates précises et on va en discuter ensemble. Si je te dis le 23 avril 2018, 19h, auditoire Marie Curie, des hauts et des bas. Dis-nous tout. Oh non, mon meilleur projet. En plus, tu sais, quand j'ai lancé ce truc-là, j'avais doublé. Ok. Et j'avais raté mon année scolaire. Ouais. Je suis quelqu'un qui déteste échouer. En fait, j'ai un mindset un peu bizarre dans le sens que, en fait, comme je suis noire en Occident, d'accord, et que toute ma vie, c'est du hustle, genre, et que ma communauté, elle galère tellement sur le plan international, je supporte pas l'échec, tu vois.
Et du coup, cette période-là, quand j'ai doublé, c'est un truc que j'ai super mal vécu, tu vois. Et à ce moment-là, tu vois, comme je faisais la go des plans, depuis que j'avais 14 ans, je me suis dit, non, il faut que cette année-là, je fasse autre chose. J'ai échoué, mais il faut que je lance un bail, il faut que je fasse quelque chose. Et c'est comme ça que j'ai lancé mon bébé des hauts et des bas, qui est un projet qui a été lancé dans une chambre étudiante. Juste en me disant, ouais, les gars, j'aime bien les débats. C'est quoi ça? À l'université, on parle jamais de questions raciales, on parle jamais de colonialisme, alors que la Belgique, elle s'est construite sur la colonisation et tout ça de nos peuples, c'est pas normal et tout. Et j'adore les débats. Venez, on lance un événement. Et donc, c'est comme ça que ça a commencé, des hauts et des bas. C'était vraiment un événement d'échange entre étudiants où on parle de sujets tabous. Et en fait, j'aime bien le côté spicy de l'événement parce que j'étais un peu frustrée des événements académiques, un peu où on entend toujours les profs, on s'endort. Un peu tout. lazy comme ça. Là, j'avais envie de mettre les élèves au cœur du truc, tu vois, et que les profs nous regardaient aussi penser, Ok. dire et réfléchir le monde. Et c'est comme ça que Des hauts débats est né. Puis c'est devenu une plateforme où je fais des articles sociologiques, une plateforme où je crée d'autres événements parallèles. C'est devenu un média aussi, c'est devenu plein de choses. Des hauts débats, c'est mon premier bébé, quoi. Ah ouais, ben moi, en fait, la première fois que j'ai vu des hauts et des bas, tu l'as fait du coup dans mon quartier, le 5000 Namur. Ok. Tu avais fait dans le Parlement, il me semble. Wallon, ouais, tout à fait, ouais. Une discussion enrichissante avec Yes. les jeunes filles noires et les détentines, en fait, c'était ça, Ça. le sujet. Mm. Et c'est là que j'ai vu, je fais dire, bon, d'abord j'ai reconnu ma ville et tout, directement. Et puis ensuite j'ai vu, oh vas-y et tout, je reconnais un peu des têtes et tout. J'ai regardé et tout, et c'était c'était intéressant. C'était intéressant de le voir. Est-ce que tu as toujours su que des hauts et des bas, tu l'emmènerais jusque-là? Non, pas du tout, pas du tout. Et c'est un projet dont je suis extrêmement fière, extrêmement fière, parce que je savais pas où j'allais en fait quand je faisais ce truc-là. Je sentais que c'était important de le faire, mais je sais pas où j'allais et je m'attendais pas à ce résultat-là, tu vois. Dans le sens que c'est un projet que j'ai fait dans le cadre de ma thèse, tu vois, donc je travaille sur les questions de masculinité noire. Donc en gros, j'essaie de comprendre comment les hommes noirs construisent leur identité masculine, du coup, dans différents territoires. Donc à Salvador de Bahia au Brésil, à Dakar au Sénégal et à Bruxelles, ici en Belgique. Et alors du coup, pour ça, je dois vraiment comprendre comment se pensent les questions de genre, on va dire, dans la communauté afro. Et pour ce faire, j'avais besoin de commencer par un point de départ. Et je me suis dit, mais pourquoi pas directement aller demander à nos mamans et mes sœurs de ma génération. Et en parallèle, j'avais déjà vu qu'il y avait trop de problèmes intergénérationnels entre nous et les parents. Comme je t'avais dit avec ce fameux travail de bachelier, on se pose beaucoup de questions identitaires, on parle de racisme, mais les parents, tu vois, ils sont pas trop dans ça, pas trop dans les luttes des jeunes, etc., tu vois. Et je me suis dit, OK, il faut créer un cadre de discussion et tout. Et je trouve aussi qu'il y a plein de trucs qui se sont perdus. Tu vois, on parlait même avant de tourner, le fait qu'on parle pas nos langues maternelles parfaitement, tu vois. Bon, je me mets un peu dans la sauce, désolée. Non, bité. Tu vois qu'on maîtrise pas parfaitement nos langues maternelles, enfin toutes ces choses-là, ça veut dire qu'il y a un truc au niveau de la transmission qu'on a loupé. Et je trouvais que cet espace-là, c'était vraiment fait pour qu'on en parle, qu'on reproche aux darons, qu'on explique, qu'on demande pourquoi ils nous ont pas appris, et aussi plein de sujets tabous au niveau de la sexualité, tu vois, je trouve que vraiment ça c'est un gros problème au sein de notre communauté, c'est qu'on n'en parle pas, et le fait de pas en parler, ça peut faire basculer les jeunes dans énormément de dangers. Et du coup, pour moi, c'était un endroit trop important. Et donc, je l'ai fait pour ma thèse. Donc, j'ai bien récolté mes données. Mais j'ai senti vraiment en moi que j'avais fait un truc trop important parce que je pense que aussi sur le plan personnel, ça m'a beaucoup réparé. Quand je vois la daronne et tout, les daronnes commencent à donner des vrais conseils en face cam sur la sexualité. Les daronnes, on les a jamais vues, tu vois, à parler comme ça. Tu vois, en famille, quand on voit qu'elles font ça en face cam et que, tu vois, il y a plein de jeunes qui sont enrichis par ça, je me dis non, ça valait grave le coup, tu vois. Et que tu vois, les filles, elles donnent des conseils aux mamans aux filles et tout. Ah, j'ai trouvé ça vraiment beau. Et c'est vraiment un beau projet, ça m'a beaucoup enrichi. Et vraiment big up aux mamans, aux filles Kirafiki, Biti, Loaloa. Elles se reconnaîtront, c'est les manies. Et donc voilà, merci à elles d'avoir participé à ce projet. Elles ne savaient même pas où elles mettaient les pieds, quoi. Ok. Moi, j'ai une question. En fait, j'aimerais te faire réagir à l'un des propos qui est ressorti durant cette même vidéo. Ok. Je te le prends tout de suite. Et j'aimerais que tu me dises ce que tu en penses, parce qu'en fait, je trouvais ça plutôt intéressant.
C'est aussi la responsabilité de nos parents de nous dire qui est vrai, qui est la tantine qu'il faut écouter, parce que c'est pas tous les tantines qu'il faut faire confiance, c'est pas tous les tantines qu'il faut se confier. Il faut se demander est-ce que le village est safe. Et donc, c'est que moi je remarque maintenant, c'est que tout le monde qu'on appelle tata, tantine et tout comme ça, mais c'est aussi la responsabilité de dire c'est qui. Moi je connais dans les amis de ma mère, quand c'est tantine Sandra qui parle, je sais que ça c'est ma maman qui parle directement, donc c'est un non. Mais quand c'est l'autre tantine, c'est encore quelque chose que je peux me dire, voilà. Mais ça, ce sont des choses que ma mère m'a dit. Elle m'a dit, c'est vrai, le village, je suis totalement d'accord, je soutiens ça, que chaque maman est ma maman, chaque tantine, c'est aussi ma tantine, tout le monde est coco, tout le monde est ça. Mais je dois aussi vraiment savoir les backgrounds et savoir aussi jusqu'à quel point je peux aller me confier. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je trouve que nos parents, des fois, ils ont trop raté parce qu'ils nous ont jetés dans le village sans pour autant savoir les dangers. Et nous, on se retrouvait dans les mains de gens qu'on pensait des tantines et qui nous ont ramené beaucoup de complexes et beaucoup de problèmes. Donc, il faut bien nous dire qui est le tonton, qui est la tantine pour qu'on puisse vraiment être en sécurité. Ouais. Mais du coup, toi, qu'est-ce que tu en penses? C'est vrai que dans les familles noires, souvent, on peut être amené à rencontrer des difficultés, je dirais, de manière sobre, via les frères, du coup, logiquement frères et sœurs de nos parents. C'est quoi ton regard par rapport à ça, toi? Moi, c'est le témoignage de Biti Loaloa. C'était vraiment un témoignage génial auquel je me reconnais beaucoup. Et je pense que, en écoutant ça, ça m'a en premier temps fait de la peine, tu vois. Parce que je trouve que ça reflète bien la violence de l'exil. Quand je dis la violence de l'exil, c'est le fait qu'on a été déracinés, tu vois. Et que, en tant que communauté, du coup, on n'a plus nos repères de base. On ne sait plus comment ça fonctionne. C'est pour ça qu'elle a dit, est-ce que le village est en sécurité, tu vois. Le village, aux époques de nos parents, c'était vraiment la conception de la famille de manière tellement large. C'était pas que papa, maman, frères et sœurs. Il y avait les cousins, cousines, tantines, tontons du quartier, etc. Et on essaie de reproduire ça en venant en Europe, mais ça marche pas. Ça marche pas parce que c'est pas l'environnement initial. Et quand elle a dit ça, ça m'a fait plus penser à moi et mon parcours, dans le fait que j'ai pas beaucoup de famille proche près de moi, tu vois, genre, j'ai que ma famille nucléaire, donc papa, maman, frères et sœurs. C'est quelque chose qui m'a fait beaucoup souffrir. Mais du coup, toutes mes copines, genre, hyper proches de ma famille, je les considère comme mes cousines, cousins, tu vois. Donc, à petite échelle, je crois que nous aussi, on va reproduire ça, tu vois ce que je veux dire. Donc, quand elles grandiront, tu arrêtes, ça, c'est ta tantine Clémentine, d'accord? Tu vois, tu l'obéis comme si c'était moi, d'accord? Et je trouve que ça a été super intéressant parce qu'une des tantines avait dit que parfois, il y a des codes qui nous permettent de comprendre si la tantine, elle est fiable ou pas, tu vois. Et donc, elle disait, c'était en fonction de la proximité de la daronne avec cette femme-là, tu vas comprendre si c'est une tantine fiable ou pas, tu vois. Si elle l'invite dans sa chambre, c'est une tantine fiable. Si la tantine reste toujours au salon, c'est pas une vraie tantine, tu vois ce que je veux dire. Et je sais en tout cas qu'en plus, en étant une femme qui approche de la trentaine, les tantines, parfois, elles agissent vraiment en ops, tu vois. Ouais, ne serait-ce que la pression pour le mariage, pour les enfants, etc. Donc ça, c'est vraiment pas facile. Le regard sur le corps. Il y a beaucoup de tantines qui nous ont complexés. Et je pense aussi, ces tantines aussi, pourquoi elles sont aussi prises à partie par Biti Loaloa, c'est aussi parce que je crois qu'elles ont été beaucoup en souffrance, tu vois. Et qu'il y a aussi beaucoup de choses à aller secouer dans leur génération, tu vois. Peut-être les darons, à cette époque-là, ils n'étaient pas aussi bien et qu'elles rejettent leur frustration sur nous, tu vois. Donc je trouve qu'il y a vraiment quelque chose à creuser par rapport à ça. C'est pour ça que j'ai fait ce projet-là, quoi. Et j'espère qu'on pourra vraiment réitérer le projet. Je pense que c'est un premier pas, hein, et la suite ne sera que plus incroyable. Du coup, deuxième date, mardi 25 juin 2019. Décennie des Afro-descendants. 17h30 à 22h30. Des fois, je fais trop d'événements. Donc, donc en fait, le mardi 25 juin 2019, en somme, tu été intervenu pour une conférence dont le thème était Décennie des Afro-descendants. Tu peux montrer la vidéo, s'il te plaît, ou le support que tu as? J'ai pas la vidéo. En fait, j'ai juste noté la date. C'était un événement qui était noté sur Facebook. Décennie afro-descendante? Ouais. Décennie des Afro-descendants. En quelle année? Mardi 25 juin 2019. Si tu te rappelles pas, c'est pas grave. Hein. Je m'en rappelle pas. Je pense que c'est symptomatique de tout ce que je fais dans ma vie. En fait, j'ai dit oui à tellement de gens et je fais tellement de passages partout, je rencontre tellement de monde que des fois, j'oublie ce que je fais. Je vais pas te mentir. C'est pas grave, on passe à la date après. Love Talk. Ok. Tu te rappelles de ça? Tome 1, les origines, vendredi 1er novembre, 19h.
Et c'était quelle année? Ça, je sais plus, il était pas noté. C'était à Bruxelles, ouais. Ouais, oui. Tu te rappelles de ça? Ouais. Vas-y, raconte-nous. Je pense que c'est la conférence la plus éclatée au sol que j'ai faite. Ah ouais? Oh, j'étais nulle, j'étais mauvaise. C'était quoi le sujet? C'était quoi? En fait, je crois que je devais parler de comment, en fait, la scène des rencontres amoureuses, hein, c'est aussi infiltré par des dynamiques de classe sociale, pardon, de dynamiques de race, etc. Et je pense qu'à ce moment-là, je parlais beaucoup de couples mixtes. J'avais parlé du fameux débat qui est revenu 1000 fois dans la communauté afro, à savoir pourquoi les hommes noirs se mettent avec les blanches, etc. Et donc, j'avais essayé de faire un raisonnement sociologique et j'avais pas eu le temps beaucoup de préparer et tout. Et j'avais mal fait ça. Et en fait, le truc, c'est que je t'ai dit, les femmes noires, hein, beaucoup de femmes noires m'avaient compris, tu vois, même si j'étais pas étayée comme aujourd'hui dans ma manière de m'exprimer, etc., et de développer mon raisonnement sociologique à cette époque-là. Mais, non, il y a des hommes noirs là. C'était pas cordé avec toi, quoi. Tu vois, genre, j'ai fait mon truc et tout. En après-coup, il y a un homme noir et tout, il m'a pris en aparté, il m'a déglingué, il venait du public, il m'a déglingué, il était super pas bienveillant et je l'ai super mal vécu. En plus, moi, je suis grave une chmette, donc du coup, je sais très bien qui est ce garçon. Tu te rappelles encore maintenant? Hein? Tu te rappelles encore maintenant? Ouais. Ah et ouais, d'accord. c'était mon pire passage. Mais big up à Adrien quand même de m'avoir invité. C'était quand même une belle expérience. Et tu vois, je disais que j'aimais pas l'échec et tout, mais ce genre de truc aussi, ça m'a donné des leçons sur le fait qu'il fallait bien préparer avant de venir. Et surtout que, voilà, il fallait vraiment bien adapter son sujet en fonction du public et faire vraiment beaucoup attention à la manière dont on le dit, tu vois. Et puis j'ai aussi ouvert les yeux à quel point les femmes noires, voilà, c'est vraiment... C'est essentiel dans mon existence, tu vois. Mais ouais, c'était une scène vraiment pas facile. Mais j'en reviens quand même avec un souvenir assez positif. Est-ce que tu pourrais nous donner, du coup, une petite disserte rapide sur pourquoi les hommes noirs datent plus de femmes blanches? Bon, en tout cas, c'est pas moi qui le dis, hein. Ok. Il y a un gars qui s'appelle France Fanon. Il y a un gars qui s'appelle France Fanon, qui est un psychanalyste très connu, qui met en évidence à quel point l'espace, qui est la scène romantico-sexuelle, n'est pas neutre. À savoir qu'on grandit tous dans des environnements, que la notion de beau et de moche, c'est quelque chose qui a été construit, en fait, depuis des années. Ça a commencé notamment avec la colonisation. On a fait des théories des races où on a associé le fait d'être beau à des personnes blanches et les personnes d'être moins désirables à des personnes noires. Et c'est des choses qui n'ont jamais été déconstruites, tu vois, et auxquelles les sociétés, elles ont été baignées. Et après, ça va vraiment influencer notre rapport au goût, à qui va être beau, qui va être moche. Et donc, France Fanon traduit ce raisonnement par rapport à la société où il a grandi, donc Martiniquais, si je ne me trompe pas. Et en fait, il identifie le fait que là où il grandit, des hommes martiniquais se mettent plus favorablement avec des femmes blanches et que c'est des moyens pour eux d'avoir plus de respectabilité sociale, d'être plus respectés socialement, tu vois. Et que ce processus aussi se faisait aussi inversement, que certaines femmes noires aussi se mettaient avec des hommes blancs pour avoir une certaine ascension sociale. Et donc voilà, c'est quelque chose qui a été fort développé en sociologie. Je sais qu'il y a d'autres auteurs aussi qui en ont parlé, vraiment pour nous faire comprendre que cet espace est pas neutre. Même Tinder, tu vois, c'est pas neutre. Tu sais que Tinder, ça fonctionne aussi en fonction de notre localisation, ça fonctionne aussi au niveau de nos critères physiques. Donc quand tu vas sur Tinder, et j'avais fait une expérience sociale dessus, et que tu matches et bizarrement il y a que des noirs dans ton truc, c'est pas le fruit du hasard, tu vois ce que je veux dire. Et ils le font même au niveau des classes sociales, donc ils vont te faire dater qu'avec des gens qui ont grandi dans le quartier. Et comment ça se fait que moi, je vais pas dater par exemple quelqu'un qui vient du Triangle d'Or de Paris, tu vois. C'est pas le fruit du hasard, tu vois ce que je veux dire. Mais bizarrement, j'ai que des matchs avec des gens de Barbès, tu vois ce que je veux dire. Donc, c'est pas le fruit du hasard. Les algorithmes aussi sont aussi influencés par ces enjeux raciaux et de classe sociale et de genre, quoi. Ok. Et tu penses qu'en 2025, un homme noir ou une femme noire, pour s'élever à un certain rang de la société, est toujours poussé à date un blanc ou une blanche? En fait, ce qui est trop cool, c'est que je trouve qu'avec la Gen Z, dont j'appartiens, même si je suis à porte de sortie... Non, t'es là. Non, mais vu que je suis 9-7. Ouais, t'es entre les deux, mais t'es là. Ouais, c'est pour ça que j'aime bien ma génération. Je comprends les vieux, je comprends les jeunes, tu vois. Wesh, t'es un peu J'aime ça, j'aime cet entre-deux. Type. Et en fait, j'ai remarqué qu'il y a quand même une évolution, j'ose croire en tout cas, dans la génération vraiment Gen Z, tu vois. Je le vois notamment à travers... Parce qu'en sociologie, on est vraiment
vraiment invité à étudier différents types de supports pour comprendre en fait des réalités, tu vois, dans la société. Et j'aime bien m'intéresser au monde de la musique, tu vois, aux clips de rap. Et je me rappelle Guy Besbar, je crois, ou Yorsi, je crois, il avait fait un son. Et tu vois, il parle d'Aya, il parle des femmes noires, couleur ébène, etc. Tu vois, c'est des choses qui sont de plus en plus mises en avant dans les textes. Et finalement, ça appartient à ce qu'on appelle le soft power. Tu vois, c'est des choses un peu implicites, tu vois, qui mettent en évidence que les choses changent, les choses évoluent. Et je trouve aussi que la conception du Black Love, qui est cette idée de faire en sorte que les personnes noires sortent plus favorablement entre eux, c'est quelque chose qui vient des États-Unis, mais je trouve que ça vient de plus en plus ici dans nos territoires. Et aussi, dans le cadre de mes investigations en sociologie, vu que je travaille sur les hommes noirs, je suis invitée à parler avec beaucoup d'entre eux. Et j'ai l'impression que... tu vois comment ils sont construits quand ils sont plus jeunes, c'est vraiment à valoriser du coup la femme blanche à cause des médias qu'ils consomment, les séries où la hit girl c'est toujours une fille blanche, etc. La fille noire c'est toujours la bonne copine, ou Rasputia ou Big Mama, tu vois toutes ces représentations. Mais j'ai l'impression que le temps fait le tri. Le temps fait le tri et que quand ils ont commencé à dater ses copines et tout, ils arrivent à l'âge adulte. Et à ce moment-là, je trouve que de plus en plus d'hommes noirs commencent à avoir une conscience politique, une conscience identitaire qui devient de plus en plus forte. Ça commence à réfléchir à construire une famille. Oh, mais comment je vais transmettre la culture à mon enfant? Et c'est vrai que c'est plus compliqué quand t'es avec un partenaire qui n'est pas de ton origine et qui est blanc, tu vois. Et à ce moment-là, ces hommes témoignent du fait qu'il y a un espèce de tri qui se fait et un retour vers le couple endogène, donc le couple noir, en fait, tu vois. Et que c'est une porte de sortie qui leur paraît plus favorable, vu qu'ils se retrouvent plus culturellement, leur vécu, ils peuvent échanger, par exemple, sur leur vécu de cas de racisme. Moi, j'ai des amis qui étaient en couple mixte, ils ont essayé d'expliquer ce qu'ils vivaient en tant que noirs à leur partenaire féminin, mais elles comprenaient rien, elles captaient pas, tu vois. Sur le plan humain, elles comprenaient que c'était dur, mais dans la chair, tu vois, elles comprenaient pas c'était quoi être noir, tu vois. Et voilà, et il y a aussi ce truc-là qu'il y a plein de couples noirs, en fait, qui sont là, qui existent, et en fait, on ne fait pas de focus sur eux, tu vois. Mais c'est vrai que malheureusement, quand tu regardes les médias, quand tu regardes le monde du cinéma, les footeux, tout ça, couple Black Love, ça a l'air pas facile. Ça a l'air pas facile, tu vois. Et je trouve qu'il y a aussi un truc à réparer de ce côté-là. Et voilà, donc je trouve que les choses changent. Mais voilà, moi, je ne suis pas, en tout cas sur le plan personnel, contre les couples mixtes. Je trouve que c'est cool. Moi, je suis toujours pour l'amour, mais je suis sociologue, donc je ne suis pas aveugle à des enjeux de société qui fait que ça va influencer nos rapports au corps, nos rapports au désir, nos rapports à la sexualité. Tout ça, ça nous influence, tu vois. Et je trouve que c'est en le conscientisant qu'on s'élève au-dessus de ça. Ok. Et d'un point de vue personnel, est-ce que toi, Marie, tu es sociologue et tout, que tu étudies les cas et tout, est-ce que tu as été confrontée toi-même personnellement à ce genre de réflexion, à te dire... Bien sûr, bien sûr. Quand tu étais à Mons, là Quand tu étais à Mons? Oh, partout. Waouh, dingue. Partout. En fait, c'est une question intéressante parce que en fait, les problématiques au niveau de ma love life, ça se matérialise à plusieurs aspects, que ce soit avec la daronne ou bien plus des trucs qu'on me dit dans le monde professionnel. Donc déjà, dans l'aspect plus micro, en fait, je sais que parfois, on va me dire des choses pour m'encourager à pas me mettre en couple avec certaines ethnies, tu vois. Tu peux les dire. Je dis pas ma daronne, c'est pas forcément oui, ma mère. Tu peux... Oh, les Congolais, attention. Ouais, tu peux les dire. Oh, ne va pas avec les Sénégalais. Ou oh, ne va pas avec un homme musulman. Des trucs comme ça, c'est horrible. Oh, ils sont misogynes. Oh, Congolais trompeurs. Oh, nanana. Il y a même... ça, c'est une anecdote qui m'a vraiment fait mal. C'est quand j'étais plus jeune, je me rappelle... la daronne, si elle voit la vidéo. J'avais un crush vraiment sur un garçon congolais et tout ça. Et je me rappelle... On avait genre 16 ans. Il m'a dit, toi et moi, ça va pas être possible parce que t'es rwandaise. Ouais. Et ça m'a fait mal. La dure réalité. Si peut-être dans le fond, il avait raison. Mais mais... genre, je trouve qu'il y avait une telle perte d'innocence, tu vois, à 16 ans. Mais comment on peut avoir des boules comme ça, tu vois, c'est triste. C'est tellement triste. Et ensuite, en grandissant, plus j'avance sur le plan professionnel, etc. On m'a dit, incité à me dire, mais toi, avec un blanc, ça va plus t'ouvrir des portes. Tu vois, on m'a aussi... Surtout dans le monde dans lequel tu opères. Yes. Ouais. On m'a incité aussi à être plus discrète si je me mets en couple, pas trop montrer ton gars, tu vois ce que je veux dire. Ça, c'est dû à quoi? Ça, c'est une vraie question que je me pose. Pourquoi il y a cette réflexion autour de faut pas trop montrer? Oh, mauvais œil. Ouais, mauvais œil. Et aussi, pour une fille comme moi,
il y a aussi cette idée de, tu vois, qui je suis, tu vois, tout ce que je fais dans ma vie, je sais que je suis un profil de personne qui peut intimider les plus faiblards, tu vois ce que je veux dire. Je dis pas tous les hommes, mais les plus faiblards qui peuvent vraiment bégayer sur qui je suis, tu vois ce que je veux dire, parce que faut un gars qui a les épaules d'assumer une fille comme moi, quoi, tu vois ce que je veux dire, qui est médiatisé, à qui on met des choses sur les PowerPoint pour l'accueillir, tu vois ce que je veux dire. Le bon mood, les gars, tu le vois, bon tous mood, les le bon gars mood. n'ont pas les épaules pour assumer ça. Et aussi, il y a tout ce truc-là qu'en tant que femme, il y a une étude d'ailleurs qui est sortie il n'y a pas longtemps, qui parlait du fait qu'être avec un gars, maintenant, c'est un rituel d'humiliation pour beaucoup d'entre nous. Tu vois ce Oh, que je veux les dire. gars, je suis avec vous, hein, les gars, les gars. Faut appeler Je suis un avec chat vous, un les chat. gars. On est Mais on ensemble. parle des garçons puis des hommes. Hein. Ah, ok, tu fais la séparation, ok. Par la séparation. C'est pour ça que j'avais parlé des plus faiblards seront intimidés, tu vois ce que je veux dire. Et ouais, pour des filles comme moi, il y a cette question de, pas forcément, oh, les gars sont pas capables ou quoi, machin, mais la vie c'est hard. La vie c'est souvent, hard, c'est souvent. très dur. Et pour des gens comme moi, en fait, être focalisé sur soi, tu vois, c'est pas mal aussi, tu vois, parce que ça te permet vraiment d'avancer. Et mine de rien, peu importe le fait que tu sois une fille ou un garçon, en réalité, être en couple, ça prend beaucoup d'énergie. Ça prend beaucoup clairement. beaucoup d'énergie physique, mais aussi sur le plan psychique. On n'imagine pas, en fait, même pour les filles, hein, c'est la manière dont on est construit, à quel point on s'investit à toujours devoir faire en sorte que le couple va bien. Et le portefeuille des mecs. Ouais, Et le portefeueuille des mecs. J'y viens. Et le portefeuille des mecs. J'y viens. Et le portefeuille des mecs. J'y viens. Même pour les garçons, les investissements financiers, la go qui met la pression. Ouais, mais c'est quand que nanana, tu n'es jamais disponible. Et le gars, c'est ligne. Allez chercher l'argent, C'est dingue. allez chercher le mignon. C'est trop. Non, ça fait perdre la boule. Et en fait, maintenant que j'ai 28 ans, tous les bougs à qui je parle, mais ils sont tous en train de chercher l'argent. Que ce soit le petit de 20 ans. J'ai un petit de 20 ans qui m'a dit, ouais, je réfléchis à investir dans l'immobilier. À 20 ans. Ouais, ouais. À 20 ans. Ah, dehors, c'est chaud. Et c'est pour ça que Faut y aller. j'étudie les masculinités, parce que je vois, il y a un truc qui se passe sur les garçons, tu vois, c'est chaud. Comment à 20 ans, t'as une perte d'innocence, tu te dis, je vais investir dans l'immobilier. Mais c'est quoi ce truc? Je vais parler au gars de 28 ans, ah ouais, Marie, c'est pas facile, nanana, il perd la boule, il aide la daronne. Le gars de 36 ans, lui aussi, il perd la boule, la quarantaine arrive, il a toujours pas fait le million, il est en agonie. Tu vois ce que je veux dire? Donc je me dis, non, c'est chaud. Donc Ouais. moi, bon, je fais mon bonhomme de chemin et je vois qui prend le bateau et qui prend pas le bateau. Moi, je suis très connectée à l'univers et je prends vraiment ce que j'ai à apprendre, quoi. Et voilà. Ok. Plutôt intéressant. Comme ça, ceux qui se posaient la question, vous êtes renseignés. Hein. Voilà. Ne dites pas merci, hein, c'est gratuit. 9 juin 2020. Yeah, ça, je me rappelle. Carrément, là, je dis rien, juste 9 juin 2020. Le reste, c'est à toi. Vas-y. Fais ton solo. Ok. Ah, c'est là où j'ai eu le nom de la pyramide Léopold II. Hein. Je me suis auto-baptisée, bien sûr. Et ouais, c'est une période de dingue. On est au cœur du Covid, comme je disais, une période hyper anxiogène. À ce moment-là, tu vois, genre, comme j'avais fait des hauts et des bas, les questions raciales, questions colonialisme, de racisme, c'est des choses qui m'avaient travaillé depuis. Et je me rappelle, à ce moment-là, j'avais examen de statistiques, un examen que j'ai raté au moins 8 fois. Et à ce moment-là, je pouvais pas aller à la marche Black Lives Matter à Bruxelles, tu vois. Et je me suis dit, ok, il faut que je fasse un truc à l'échelle locale, c'est pas possible, tu vois. Je peux pas rester comme ça à me tourner les pouces alors que ça fait longtemps que je travaille dessus, que c'est un sujet qui me touche, tu vois. Et du coup, j'avais un cours un jour de sociologie avec ce bus de Léopold II, là, devant ma tronche. Et je trouvais ça tellement paradoxal et super violent parce qu'à ce moment-là, on parlait d'enjeux de migration. Puis il y a Léopold II qui me regarde comme ça et tout. Je me dis, mais c'est une dinguerie. Et je me dis, tu sais quoi, vas-y, avec mon pote maghrébin et tout, il est algérien. Il me dit, vas-y Marie, est-ce qu'on lancerait pas une pétition pour enlever ce bus et tout? Je lui dis, vas-y, viens, on essaye et tout. Donc on le fait, mais franchement, j'avais pas d'espoir de ouf. Tu vois, moi, je pensais vraiment que ça allait tomber dans les abîmes ou que ça allait vraiment marcher localement. Tu vois ce que je veux dire? Que j'allais avoir quoi, 100 signatures? Après, je vois 100, 200, 300. Oh, ça monte à 1000. Je me dis, gars, Dingue, hein. je pense qu'on a fait une dinguerie là, tu vois. Et après, ça monte, ça va jusqu'à 2000 signatures et tout. Et je me dis, mon pote, il me dit, Marie, genre c'était déjà le soir. Mon pote, il me dit, Marie, je sais que la nuit, t'as l'habitude de mettre ton téléphone en mode avion, mais ce soir, le fais pas. Et je dis, ouais, t'as peut-être raison, parce que je me dis, peut-être TéléMB, la chaîne locale, elle va m'appeler. Après, je dors, je me lève. Allô, RTBF, je fais Directement. Wow. et dit nous serons là dans 1 heure à la grande place de Mons. Est-ce que vous êtes disponible? Oh, moi depuis je cherche à faire entendre ma voix. Oui, je serai là.
En plus, tu sais bien, c'était la période des examens. La période des examens, c'est vraiment physiquement, je suis à mon niveau le plus bas, tu vois. Genre, je mange hyper mal, je dors mal. J'avais là les boutons, j'avais pas fait mes cheveux, j'avais même pas fait mon plaquage et tout. C'était une catastrophe. Et alors, mon pote, il m'avait déjà dit, ouais, Marie, prépare-toi, parce que les journalistes, ce sont pas nos amis, surtout si t'es noire, il faut vraiment que tu fasses attention à ce que tu dis. Donc, il m'a entraîné en marchant et tout. Et tu dis ça, Media tu dis training ça, tu sur dis place, ça. direct. Eh non, mon coach, Yacine Amara, il se reconnaîtra. Il m'a coaché. Donc, j'arrive à la grande place et tout ça. Donc, il me pose la fameuse question et tout. Et puis là, j'étais tout, tu vois. Je parle de Léopold II, je parle du fait de ce qu'il représente pour nous, les afrodescendants, à savoir un génocidaire, même si c'est un roi bâtisseur pour les Belges. Je parle de la violence que c'est d'être confronté à ce buste dans une université. Que ce buste n'a pas sa place là, surtout dans une salle de classe, une salle de cours. Et voilà, je pense que c'est là où je fais vraiment mes premiers pas dans le monde médiatique. Et après, ben, On te voyait partout. Ça s'arrête pas. Les gens, ils voient ma tête dans les journaux et tout. C'est une dinguerie. Je me rappelle aussi que j'avais été appelée à RTBF, et cette fois, c'était en visio avec Sacha Daout sur RTBF. D'ailleurs, il n'a toujours pas répondu à ma question. Mon gars, il faut que tu répondes à ma question. À savoir qu'il m'a parlé de la question du racisme systémique. Pourquoi, justement, il n'y a pas de représentation des Noirs dans plein de milieux de l'emploi. Et donc, il avait parlé d'un secteur bien précis. Je lui ai dit, mon gars, viens, on parle juste du monde des médias. Il n'y a pas beaucoup de journalistes noirs à la télé. Et donc, qu'en est-il de cette situation? Et puis, il a dit, ah oui, bon, nous allons faire des investigations et je reviendrai vers vous. Il ne m'a jamais rien dit. Ok, Il est jamais la caméra est là. Sacha. Réponds-moi. Sacha. D'ailleurs, Il s'appelle comment on va lui faire un pressing. Sacha comment Ah, Daout. Sacha Daout. Je suis le bon mood. Représentant de tous les gens qui sont dans le bon mood. Aujourd'hui, j'ai Marie Fidèle avec moi. Il y a de ça quelques années, elle t'a posé une question. Dans le monde des médias. Alors, Sacha, réponds, s'il te plaît. Tu as 24 heures. Voilà. Et donc, ouais, j'ai jamais eu de réponse par rapport à ça. Et je pense que ce qui a été aussi un peu violent dans le monde des médias, et je trouve qu'on n'en parle pas, c'est que justement, ce truc de Léopold II, ce buste, il a été fait, mais je vois à quel point comme le monde média s'inscrit beaucoup dans un processus d'effacement de ce qu'on fait, tu vois. Donc, ça a été relayé, mais parfois, les gens, je vois qu'ils sont trompés sur mon orthographe de mon nom de famille, tu vois. C'est des choses que je vois souvent. Au lieu de dire que j'ai déboulonné, ils disent « Ah, une étudiante », tu vois. C'est plein de trucs qui font qu'on efface ma trace, et je pense que c'est pour ça aussi que j'investis autant les réseaux sociaux, c'est pour continuer à faire vivre cette histoire, tu vois, qui est historique et qui est pas portée que par moi, qui est portée aussi par plein de personnes afrodescendantes, plein d'étudiants qui ont été derrière, enfin avec moi, le corps professoral aussi était avec moi, des gens à l'international, parce que des gens du monde entier ont signé, c'était pas que des personnes noires, c'était aussi des blancs, c'était des blancs de tous les horizons, tu vois, de tous les pays. Et ouais, je pense que c'est quelque chose qui me fait mal quand même, c'est à la manière dont le monde médiatique a quand même essayé d'effacer cette histoire, tu vois. Et en tout cas, je suis toujours là, donc c'est une mémoire qui continue à vivre, tu vois. Et j'essaie de réfléchir aussi en amont sur comment revenir aussi sur ça pour avoir vraiment une preuve d'archive qui ne bougera jamais. On verra. Et maintenant, c'est vrai que le moment où le déboulonnage a eu lieu, ça a correspondu à tout le mouvement BLM et tout. Est-ce que tu penses que sans ça, tu aurais pu réussir à déboulonner cette statue? Vraiment pas, et je me pose souvent la question. Et en fait, je pense qu'il y a vraiment un truc contextuel qui a beaucoup aidé par rapport à ça. C'est pour ça que je dis pas, enfin, je ne dis pas, je prétends pas que c'est un truc qui a été porté que par moi. C'est tout un mouvement international puissant. Et je pense que si je l'avais fait aujourd'hui, là, je suis pas sûre que j'aurais eu beaucoup de signatures. Ouais. Vu comme on est en train de faire des retours en arrière sur les questions de diversité, sur les questions raciales, la montée de l'extrême droite et tous ces trucs-là, vraiment. Mais je vois l'histoire de l'humanité comme quelque chose d'extrêmement cyclique, hein, tu vois. Donc là, maintenant, il y a quelques années, c'était hype de, tu vois, mettre en avant les diversités, etc. Après, on est rentré dans une période un peu plus difficile où on a un retour aux valeurs traditionnelles. On le voit sur les réseaux sociaux, Tradwife, la montée d'Alexis Chen et tous ces gens-là, tu vois, qui vont vers des trucs très conservateurs. Et je pense que ouais, c'est pas un contexte actuel qui aurait pu rendre cette pétition, enfin la réussite de cette pétition possible, tu vois. Donc je pense qu'il y a vraiment un truc de contexte qui a joué. Ok. Non, mais c'est clairement comme je le dis, hein, je pense que pour beaucoup, on t'a connu à ce moment-là. C'est pour ça que je dis que j'ai dit, du coup, avant qu'on commence à tourner, que c'était vraiment ton fait d'armes le plus connu en Belgique, je crois.
C'est vraiment quand on pense à Marie Fidèle, et quand on te voit, c'est la meuf qui a enlevé la statue et tout. Et t'étais comment ce jour-là? T'étais là ce jour-là quand ils ont enlevé la statue? Non. T'étais pas présente? Non. T'as raté ça? Ah ouais, parce que je te demandais Mais- c'était comment et tout, tu vois, de quand même, je pense que c'est la matérialisation de tout le cheminement jusqu'à là. Écoute, ce qui est cool, c'est qu'après ça, il y a plein de trucs qui se sont suivis. Donc, c'était pas juste une action historique qui s'est mise en place et puis plus rien. À savoir qu'à l'époque, tu sais, on devait mettre un carré noir pour montrer notre soutien au mouvement Oui. sur les réseaux sociaux. Et ben, c'est comme ça que l'université, elle a annoncé en faisant un carré noir, en disant suite à la pétition, on s'est rendu compte que c'était peut-être pas top d'avoir ce buste, donc on l'a retiré. Et voilà, on est soutenant par rapport au mouvement. Et je trouve que l'université a super bien réagi. Et derrière, il y a plein de choses qui sont mises en place, notamment mon université. On a eu une table ronde. Ensuite, 1 an après, j'ai été contactée par un musée qui a décidé de prendre... Donc vraiment, tous les trucs que j'avais annoncés, ça s'est passé. Donc j'ai dit oui. Dans les médias, j'ai dit ce serait mieux de mettre ça dans un endroit pour le contextualiser. Donc ils ont mis ça dans le musée, Mons Memorial Museum. Et en fait, ce qui était génial, c'est que pendant 3 ans, je crois, il y a toute une exposition autour de la question coloniale à Mons. Et c'était vraiment cool, en fait. Et je me rappelle qu'ils avaient placardé plein de portraits d'afrodescendants et de personnes belges qui avaient un lien avec cette histoire coloniale. J'ai trouvé ça génial, tu vois. Et puis par après, je trouve que mon université, elle s'est beaucoup plus positionnée aussi par rapport à ces questions raciales. Elles ont engagé en fait un prof afrodescendant dans ma faculté. Mon bâtiment, là où je travaille, ça a été inauguré comme le bâtiment Rosa Parks. Tu vois, donc vraiment, je trouve qu'il y a vraiment eu des avancées. Et ouais, j'en suis hyper fière en fait, ouais. Est-ce que tu as conscience d'être rentré dans l'histoire? Ouais, alors, je vais pas te mentir. Je prenais ma douche là hier, je me dis, j'ai quand même fait un truc historique, tu Ouais, vois. hein. Franchement, c'est pas bien. Mais je me dis, franchement, si je meurs là, ça va. Ouais, t'es rentré dans J'ai l'histoire. pas fini peut-être tout ce que j'avais à Non, faire. t'as pas fini. Mais... Je dis, si ça s'arrête là, ok, ça va. J'ai l'histoire. vraiment fait ma part, tu Ouais, vois. clairement. En plus, en étant jeune, tu vois ce que je Ouais, dis, c'est ça. tu vois. Donc, je pense que ce sera vraiment une fierté qui restera à vie, tu vois. J'en repense toujours avec beaucoup d'émotions, même quand il y a des moments de down. Je dis, j'ai quand même déboulonné une statue, en vérité, tu vois. C'est ça. En plus, Léopold, en plus, si on se Réellement. retrouve dans l'au-delà, on va se Clairement. rencontrer là. On va se voir aussi dans les yeux, là. Non. Ennemi à ennemi, direct. Non, c'est dingue, hein. Franchement, félicitations toujours. Hein. Merci. C'est obligé. Date suivante, Cameroun. Ok. Directement de toi. Ouais. Yaoundé, 2023. Ouais. Dis-nous en plus. Oh, Cameroun, mon pays. En fait, à chaque fois que je vais dans un pays, je dis oh, mon pays. Cameroun, voyage incroyable. C'était ma première conférence en Afrique. En plus, à ce moment-là, sur les réseaux sociaux, il y a quelqu'un qui s'était moqué de moi en disant ah ouais, les militantes afro n'ont qu'à faire ce qu'elles ont à faire en Afrique. Et à ce moment-là, 2 mois après, bam, on m'invite au Cameroun pour faire ça. Et donc, j'avais fait une conférence sur l'entrepreneuriat féminin en Afrique de l'Ouest. Et ouais, c'était génial. C'était pas ma première fois en Afrique. Hein. J'avais déjà été au Rwanda quand j'avais 18 ans. Mais ouais, là, c'était ma première conférence. C'était beau. J'étais émerveillée par le pays. Bon, l'aéroport, c'était pas facile. J'ai pas besoin de développer pour ceux qui savent. Ça, c'était vraiment pas facile. Mais ouais, c'était vraiment un beau voyage. J'ai beaucoup appris. En plus, j'étais à la ville d'Esseka. Donc, j'ai fait Yaoundé, j'ai fait Douala, 2 villes hyper connues au Cameroun et qui étaient incroyables. Mais j'étais surtout au village et c'est le village qui m'a le plus marqué. Après, moi, je suis une bizarre, tu vois. Je suis une bizarre, j'aime bien parler aux anciens, j'aime bien aller dans les villages, j'adore apprendre, Ok. tu vois. Mais j'aimais être au village, déjà par les odeurs, la nature. J'ai grandi à Bruxelles, tu vois, donc j'ai pas eu beaucoup de rapport à la nature. Et vu que j'ai grandi dans des quartiers très urbanisés, tu vois, et à ce moment-là, j'étais saturée de nature. Ça sent trop bon, en fait, la forêt, etc. Enfin, le village, c'était incroyable. Et aussi le fait qu'on mangeait des produits purs, tu vois, des légumes qui viennent directement du sol. Ouais, le vrai bio. Le vrai bio. Ah ouais, le vrai bio. C'était délicieux, même la viande, hein, c'est une viande directe qui vient pas des trucs d'élevage, de trucs machin pas bizarres, des OGM. capitalistes. Ouais, voilà, de capitalisme avec de l'OGM. Et ouais, j'étais coupée du monde aussi. Il n'y avait pas beaucoup de réseaux. Bon, c'est bien, ça aussi, c'est la réalité du bled, tu vois, même si c'est pas partout. Hein. Mais bon, beaucoup de coupures d'électricité, des trucs d'eau. L'électricité revient quand dans 3 jours. C'était dur, la 4G qui passe pas, c'était dur. Dur, hein. Cet aspect-là, c'était dur, mais ça m'a fait du bien d'être totalement coupée. J'écoutais les anciens. C'était vraiment un beau voyage. C'était un beau voyage, tu vois. Et la conférence, elle était en plein air dehors, au village.
une des meilleures expériences de ma vie. C'était Ouais, magnifique. t'étais au Et max. surtout que je me suis dit, oh punaise, c'est mes connaissances, c'est mon cerveau qui m'emmène là, qui me permet d'arriver là, mais c'est une dinguerie. Je trouve qu'il y a des gens dans leur vie, ils font des choix. Il y a certains, ils choisissent d'investir sur leur beauté, d'autres, je sais pas moi, sur des talents. Moi, j'ai choisi d'investir sur mon cerveau et je me dis, ça m'emmène là, c'est une dinguerie. Ouais, et c'est pas le plus long en plus. Parce que ce qui arrive, c'est vraiment pas le plus long. c'est vrai. 13 mai 2023, Mhm. de 19h à 22h, Ok. Afro Debout. Oui. Cirque Royal, 2000 personnes, s'il Yes, te plaît. De quoi on parle? Je vous ai dit aujourd'hui, c'est du sérieux. C'est ça. Alors, Non, dinguerie. Et l'équipe Afro Debout, vraiment big up. Ouais, et là, j'ai réalisé un rêve. J'ai réalisé un rêve de zinzin. C'était de rencontrer Rokhaya. Rokhaya Diallo, mon modèle. est-ce que tu peux dire pour ceux qui ne connaissent pas qui c'est Rokhaya Diallo, du coup, c'est une grande dame qui travaille beaucoup sur les questions raciales depuis des années, qui a permis de faire avancer beaucoup cette question en France. Elle fait énormément d'émissions à la télé. Elle a son propre podcast, Kif Taras. Là, elle a beaucoup avancé. Je crois qu'elle est journaliste à New York Times. Je crois, ouais. Elle est géniale. Hein. C'est vraiment une personnalité publique extrêmement connue. Si vous ne la suivez pas, allez la suivre. Elle est très combative, très éloquente. C'était vraiment mon modèle quand j'étais plus jeune. J'ai plein de modèles dans ma tête, hein, mais c'était l'une de mes modèles. Et quand j'étais en sciences humaines et sociales en Bachelier, je me suis dit, punaise, je vais réussir à parler comme elle un jour. Et j'aimerais bien un jour la rencontrer. Et ce jour est arrivé. Et il est arrivé bien avant, en fait. Une fois, j'avais été invitée à un événement et elle avait été prise comme intervenante. Et à ce moment-là, tu sais bien, Marie hustling, tu vois. Donc, à ce moment-là, il y avait un petit événement afro. Dans cet événement afro, elle était invitée. J'étais dans le staff. Bien sûr. Donc, j'ai pas eu la possibilité de la rencontrer. Donc, Marie du hustling, elle a fait quoi? Elle a écrit une lettre. Directement. J'ai écrit une lettre. En fait, c'est la bonne mentalité, les gars. Vous voyez comme ça, c'est la bonne mentalité, les J'ai gars. écrit une lettre pour dire que j'étais admirative d'elle, que je voulais la rencontrer. J'ai chargé une amie de l'époque de lui donner. Je sais même pas si cette lettre lui est parvenue. Aucune idée. Et donc, bon, la rencontre à ce moment-là, elle s'est pas faite, malheureusement. Et puis alors, vient un moment d'Afro Debout. Et puis, il me contacte et je vois sur l'affiche, il y a Rokhaya. Oh! Après, je vois, il y a des Mbeko. Oh! Je dis dinguerie, alors que Mbeko, après, deviendra mon collègue. Dinguerie! Alors, Dinguerie de zinzin. Il y a des roasts, des grosses têtes comme roast. Et ouais, Rokhaya, c'était mon rêve. Ah, c'était mon rêve. Même Afro Debout, là, ils m'ont vraiment fait croquer. Et c'était un moment magique. C'était un moment magique où j'ai vraiment vu que j'étais portée par la Belgique. J'ai senti ça. Ne serait-ce que, tu vois, le moment où on annonce les invités pour rentrer sur le plateau. Ouais. Maître Taboula, ouais. Rokhaya, ouais. Ouais. Et là, j'ai entendu tous mes amis crier. Oh, ma mère. Genre, même ma mère, elle s'est retournée, genre en mode. Ma fille, là, c'est comment? Dingue, hein. Et alors, même, j'entends des gens, ils disent, ouais. Genre, bon, je ne citerai pas le nom, hein, mais il est loxé. Il a dit, ouais, elle est à domicile de toute façon. Et commence à dire des trucs comme ça, c'était trop rigolo. C'était trop rigolo. Et ouais, c'était. Et c'est ce moment-là où vraiment, là, j'ai pu parler à Rokhaya et tout. Et donc, on s'est parlé. Donc, ouais, on s'est rencontrés. Des fois, je me dis, mais c'est une dinguerie. Je la regardais à la télé, je voulais dire que je voulais être comme elle et je l'ai rencontrée. Et je l'ai parlé, j'ai fait une conférence avec elle. C'est quand même une dinguerie. Et même quand on nous filmait toutes les deux, j'essaie de garder la face. Garder la face, classe, ce truc. Ouais. Alors que dans mon cœur, j'étais en train de crier de joie, tu vois, parce que c'était un moment historique et incroyable. Je crois que tu vois, dans la courbe de ma vie, genre, ça, c'était un moment de pic de ans. Ouais. En plus, je revenais du Cameroun et tout. c'est un plus haut pic que. T'as dit quoi? C'est un plus haut pic que déboulonner. Non, il n'y a rien qui peut détrôner Non. ça. Il n'y a rien qui Y a peut rien. détrôner ça. Mais ça fait partie, tu vois, des parcours avant de vraiment de. Ok. Tu vois. Du coup, voilà. Non, clairement. Ensuite, j'ai ici J'accepte et mon cœur reste toujours ouvert. Ouh, oui. Est-ce que tu pourrais dire de quoi il s'agit? Ok. Ça, c'est un projet c'est le truc que j'ai réutilisé, tu vois. C'est Oui. un concept qui a été... C'était une trend et tout. Voilà, c'était une trad qui vient en fait d'une série, je sais pas si t'as la ref. Non, par contre. Ah, Ma famille d'abord.
Mais Non. d'abord, la série. La série, Ok, 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 la ouais. série, et en fait Michael Kyle et Janet en fait qui vont dans un truc de couple, tu vois, pour parler de leurs problèmes. En plus à ce moment-là ils n'avaient pas vraiment de problème de couple, c'est Janet qui l'a embarqué, et donc du coup à ce moment-là ils devaient se dire des trucs horribles et dire cette fameuse phrase j'ai accepté, mon cœur est toujours ouvert. Et j'ai trouvé que c'était un concept trop cool qui m'avait déjà marqué quand j'étais plus jeune, et puis ça s'est traduit en trend TikTok Ouais, là, comme ouais. tu l'as dit, et je me dis tiens, moi j'aime bien dans le cadre des événements des hauts débats faire des trucs un peu spicy, tu vois. Je me dis mais ce concept il déchire là. Là, je sais qu'il y a des problèmes internationaux entre les enfants et leurs parents. Pourquoi je porterais pas ce projet et je leur ferais pas jouer ce jeu-là, tu vois? Et c'est comme ça que j'ai pris ce concept-là pour l'introduire dans la discussion intergénérationnelle mère-fille. Et franchement, ça a été trop bien apporté. C'était trop rigolo. C'était beaucoup trop rigolo. Ouais. Avant de passer au gros sujet de là, Ok. tout de suite, là, qui a eu lieu, t'as une série de réels qui s'appelle Émission d'une sociologue. Ouais. Comment t'en es venu à cette idée? Pourquoi? Dans quel but? En fait, c'est juste une idée qui me suis venue en me disant, tiens, j'aimerais bien faire rentrer les gens dans mon univers, tu vois. Je pense qu'il y a des choses intéressantes à montrer. Moi, j'adore la sociologie, j'adore les recherches que je fais, et je suis toujours frustrée du fait que ce soit dit dans des concepts trop difficiles, inaccessibles, etc. Et vu l'endroit où j'ai grandi, j'ai toujours eu à cœur de pouvoir briser les ponts pour pouvoir donner accès à la connaissance à tout le monde, sachant que dans le milieu afro, tout le monde n'a pas la chance de faire des études universitaires, tu vois. Donc, c'est comme ça que j'ai fait mon concept immersion du sociologue. Donc, ça consiste à ce que j'aille dans des mondes sociaux, n'importe lequel, et que j'arrive à faire des développements sociologiques avec, tu vois. Et c'est comme ça que je l'ai fait. Je l'ai fait dans plein d'endroits. Je l'ai fait dans des cercles de danse. Je l'ai fait dans le monde humoristique. Je l'ai fait dans un truc d'entrepreneuriat pour les femmes afrodescendantes. Je l'ai fait dans le cadre d'un brunch afro. Je l'ai fait dans tous les cadres possibles, imaginables. Et j'adore ce concept parce qu'il peut vraiment se décliner à l'infini et il représente vraiment comment je suis, à savoir une personne qui aime investir n'importe quel monde, n'importe quel endroit, tu vois. Donc, ouais, c'est comme ça que Immersion d'une sociologue est née. Et voilà, j'espère qu'il y aura encore plein de possibilités et de projets futurs par rapport à ça. Ok. Bon, maintenant, tu viens tout fraîchement d'atterrir en Belgique. Tu nous reviens d'Azerbaïdjan, Ouais. Bakou. Qu'est-ce que tu faisais là-bas, en vrai? Écoute, j'étais invitée pour faire une conférence sur le colonialisme belge. Et voilà, en gros, c'est ça. C'est un organisme qui m'a contactée. J'étais invitée à participer à une émission à la télévision nationale où ils m'ont posé une série de questions parce qu'en fait, ils étaient vraiment intéressés par ce passif colonial, comme eux aussi essayent de combattre en fait, le colonialisme partout dans le monde. Ils voulaient avoir un regard un peu géographique précis sur comment ça nous touche, nous, les populations post-coloniales, donc à savoir le Congo, le Rwanda et le Burundi. Et donc voilà, j'ai partagé mon expertise de sociologue par rapport à ça à la télé. Et ensuite, il y a eu une grosse conférence internationale où il y a plein de pays qui sont venus donner leur point de vue, leur expertise aussi sur cette question coloniale à partir de plein de pays, le Brésil, le Liban, la France, la Belgique, le Congo, le Burundi, enfin c'était génial, le Cameroun aussi, c'était vraiment génial. Et donc ouais, c'est dans ce cadre-là que j'étais en Azerbaïdjan. Ok. Et t'as kiffé l'expérience, le pays, tout ça? J'ai adoré aller et je trouve que voilà ce qu'on disait avant, c'est que c'est important en fait d'aller dans tous ces pays-là qui font un peu peur au niveau du nom, on n'entend pas trop parler, tu vois. J'avais déjà eu cette ouverture d'esprit à ce moment-là quand j'avais été en République tchèque. J'avais vraiment peur, un pays un peu vague, avec une vibe de pays de l'Est et tout ça, la froideur, tout ça, les plats sans épices, tous ces clichés que j'avais, tu vois. Et finalement, je me rends compte que je rentre dans une ville extrêmement cosmopolite. Alors, cosmopolite veut dire avec plein d'origines, plein de gens de milieux différents. Bien sûr, fatalement, je ne veux pas faire l'impasse sur le fait qu'il n'y a pas de racisme. Il y a du racisme, effectivement. Il y a plein de gens pour en témoigner. Il y avait quand même des regards aussi. Mais ça m'a tellement ouvert les yeux sur le monde. Genre de voir d'autres architectures en dehors de la France et la Belgique, d'autres cultures aussi, d'autres musiques, d'autres sonorités, d'autres phénotypes aussi. Je trouvais ça tellement intéressant. Et j'ai aussi été frappée ça m'a frappée, en Azerbaïdjan. La même chose, un autre rapport à la culture. Eux, ils sont plus turcophones.
Tu vois, ils sont traversés par plein d'identités, Ok. hein, turcs, un peu perses, un peu russes aussi. Et par contre, au niveau culinaire, j'ai vraiment ressenti la Turquie, même dans la manière de parler. La Turquie que je connais un peu plus ici Oui, bah en oui, Belgique, clairement. qui a une forte migration de là-bas. Et ouais, j'ai adoré ce voyage. Et surtout, même quand on prenait les transports, qu'on marchait dans la rue et que je voyais l'architecture aussi, qui était très. En tout cas, j'étais dans un quartier chic à ce moment-là. C'était incroyable. Et je trouvais que c'est ça aussi, c'était cool. C'est de voir d'autres rapports à la richesse qui ne sont pas que des richesses occidentales. C'est là où tu te rends compte que l'Asie, le Moyen-Orient aussi, ils ont quelque chose à dire sur la Ouais. bourgeoisie, sur le côté fancy, etc. Tu vois, il y a aussi des choses à voir. Et ça aussi, si je voyage pas, je verrai jamais ça, tu vois. Donc, je me suis sentie vraiment enrichie, même les rencontres que j'ai faites. Non, c'était vraiment un voyage génial. Ok. Alors, t'es archi pas prévenu, Ok. mais pour moi, ce sera tout. Mais seulement pour moi. Je vais vous laisser entre de très bonnes mains. On se revoit bientôt pour un prochain épisode avec un nouvel invité qui va être plutôt pas mal. Maintenant, tu as la caméra qui est juste là. Si tu as un message à faire passer, je te laisse la main et on se revoit très bientôt. Alors, un message à faire passer, c'est plus au niveau de ma communauté. Je la remercie du fond du cœur de me soutenir. J'ai encore plein de projets qui vont arriver. Et vraiment, sky is the limit, les gars. Sky is the limit. Et là où je vais, c'est aussi avec vous. Et on va voir où on va ensemble, tu vois. Et voilà, c'est vraiment un big up à ma communauté que je remercie pas assez. On est bientôt 10 000. Je crois qu'on est déjà 13 000 avec tous les réseaux sociaux confondus. Voilà, j'ai hâte de voir jusqu'où on va aller. Et merci pour tout. Hey, toi! Non, non, non! Hey, toi! Hey!